Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Alors, merci d'être venu ce soir. Merci à Françoise Clorec d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Pour présenter son dernier roman, paru chez Stock, J'ai un tel désir. Alors, on va commencer... Roman même pas, enfin ça se lit comme un roman, mais c'est plutôt un essai biographique. Oui. Un essai biographique, c'est vrai. Voilà. On peut peut-être déjà te présenter, parce que tu as quand même une triple activité. Oui. Et ça a pas mal à voir finalement avec ta production de livres. Donc, oui. Tant qu'à faire, c'est bien. Oui, alors donc, en fait, j'ai commencé par faire les beaux-arts en peinture à Paris. Et je me posais des questions du genre, pourquoi est-ce qu'on peint? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis inscrite en psycho. Et du coup, voilà, j'ai fait un doctorat. Enfin, tous les examens que j'ai passés, j'ai fait sur peinture et psychanalyse, jusqu'à faire ma thèse de psychopathologie clinique sur Séraphine de Senlis. Et voilà, ça a été la première fois que j'ai vraiment écrit sur la peinture. Et je me rends compte que la plupart du temps, j'ai écrit sur des femmes peintres ou des femmes qui avaient à voir avec la peinture, sauf un artiste très singulier qui était un homme. Sinon, j'ai un peu creusé ce sillon toujours de la peinture et des femmes, parce que la place n'est pas forcément facile. Mais enfin, les femmes dont je parle ont toutes un caractère bien trempé, donc voilà. Alors donc, Séraphine, mais aussi Marthe Bonnard. Voilà, le livre qui précède celui sur Marie Laurencin, Nicole Groult, j'ai aussi beaucoup aimé l'écrire tous d'ailleurs, mais c'était l'idée d'aller voir un peu derrière ce couple qui est Marthe Bonnard et Pierre Bonnard, et j'ai été extrêmement intéressée par tout ce que Marthe ne disait pas, tous les mensonges qu'elle a fait à Bonnard, et ce sur quoi ça a débouché, parce qu'il y a eu 12 ans de procès quand ils sont morts tous les deux, puisque Marthe, enfin je ne vais pas tout vous raconter, parce que Marthe n'a pas dit à son mari qu'elle avait de la famille, et du coup évidemment quand ils sont morts, la famille a réapparu. Donc mon livre est l'histoire de leur vie, je dirais quotidienne presque, à travers les toiles de Pierre Bonnard, où on voit Marthe, et puis les quelques maîtresses de Bonnard aussi. Voilà. Donc c'était un travail de documentation qui m'a... Enfin, de toute façon, moi j'adore faire des livres où on est obligé de se documenter, de rencontrer des gens et de discuter un peu pour voir ce qui se passe. Alors, comment est apparue l'idée de celui-ci autour de Marie Laurencin? Alors, Marie Laurencin, donc, c'est un peu mon dada habituel, femme peintre, mais je ne peux pas dire que j'étais tellement emballée. Je ne sais pas si vous avez en tête sa peinture. C'est une peinture qu'on a... Elle était très célèbre de son vivant, Marie Laurencin. Et maintenant, on la trouve un peu fade, surannée... Mais, moi, pareil, je suivais la vie générale. Et puis un jour, il y a eu une rétrospective au musée Marmottan à Paris. Et je suis revenue vraiment sur ce que je pensais. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Surtout toute la première période de sa vie où elle a peint, c'est-à-dire... à partir du moment où elle est où elle est la maîtresse d'Apollinaire, où elle rencontre Picasso, qu'elle va au bateau la voir, je trouve que sa peinture est très forte. Après, je vais peut-être pas tout raconter maintenant, mais j'ai quand même été très surprise par la force de sa peinture, contrairement au côté mièvre qu'on lui attribuait. Et puis j'ai vu cette exposition avec Blandine Decaune, qui était mon attachée de presse chez Phébus. Et elle me dit, mais tu sais, si tu veux, sa mère qui est Benoît de Groot, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose,
Voilà. Donc Blandine est la fille de Georges de Caunes, qui était un journaliste, et de Benoît de Croult. Et elle me dit, ma mère a toutes les lettres de Marie Laurencin que Marie Laurencin envoyait à Nicole, sa mère. Alors, il y a un peu que ça m'intéressait. Donc je suis allée voir Benoît, que je connaissais puisque c'était la mère de Blandine et que nous sommes proches. Et elle m'a sorti toutes ces lettres merveilleuses et elle m'a expliqué qu'elle était la filleule de Marie Laurencin. Et sa sœur Flora aussi avait fini par être la filleule de Marie Laurencin. Donc voilà, dans cette atmosphère d'amitié, de famille, etc., Blandine avait très envie qu'on parle de cette histoire parce qu'elle trouvait que Flora Groult, qui a fait une biographie de Marie Laurencin, n'avait pas assez parlé, enfin même pas du tout, de cette histoire d'amour entre ces deux femmes, ce qu'on peut comprendre parce que c'était il s'agissait de sa mère, elle n'avait pas envie. Elle le dit un peu, mais pas. Donc elle m'a dit vas-y, et Benoît m'a dit allez-y. Et voilà, donc j'ai essayé de raconter comment, je ne sais pas jusqu'à quel point, j'espère que vous avez posé des questions, que je ne vais pas parler tout le temps toute seule. Mais pour faire un résumé, Marie Laurencin naît en 1883 et sa mère est une fille-mère, c'est-à-dire que Marie ne sait pas qui est son père. Elle le saura que... Je crois que c'est à la mort. Quand son père est mort, elle a su que c'était lui. Mais elle voit un homme venir toutes les semaines, ou enfin très régulièrement, là où elles habitent. Donc j'imagine qu'elle a pu quand même se douter un peu. Et elle est élevée presque comme une nonne avec sa mère. Enfin, voilà, jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans une école d'art, d'abord de céramique, puis d'art, et elle rencontre Braque. Et là, c'est le début d'autre chose pour elle. Braque lui présente un homme que vous connaissez peut-être pas beaucoup, parce que moi j'étais vraiment contente de creuser un peu qui il était. C'est Henri-Pierre Rocher. Et Henri-Pierre Rocher, c'est lui qui a écrit Jules et Jim. Et donc, Henri-Pierre Rocher, qui était un homme très particulier, qui achetait beaucoup d'art, qui aimait beaucoup les femmes, d'ailleurs. On voit bien dans Jules et Jim. Je pense que Marie est devenue sa maîtresse assez vite. Et il lui a ouvert tout un monde. Et à partir du moment où elle a connu Braque l'a emmenée au bateau Lavoir et elle a rencontré Apollinaire. Et là, évidemment, ils ont eu une histoire pendant 5 ans, très, très passionnelle. Enfin, là, c'est pareil, si vous voulez, on peut en parler après si vous avez envie. Mais le caractère d'Apollinaire n'allait pas avec celui de Marie Laurencin, qui était fort aussi. Enfin, c'était pas le genre à se laisser enquiquiner. Donc, au bout d'un moment, elle en a eu assez. Et j'ai eu envie quand même d'avoir une première partie sur l'histoire, sur cette époque-là, parce que je crois que ça explique comment Marie Laurencin est tombée amoureuse de Nicole Groult, qui, elle, était mariée avec André. Et les histoires d'homosexualité sont pas tellement... Enfin, c'est pas la question. C'est une histoire qui va au-delà de la sexualité. Je crois que Marie avait envie vraiment d'avoir une relation forte avec quelqu'un qui ne l'emmerde pas, si je peux dire, comme le faisait Apollinaire. Donc, elle a rencontré Nicole, qui était venue au salon des indépendants, oui, où Marie avait quelques toiles, et Nicole et son mari ont acheté une toile de Marie Laurencin. Et à partir de là, elles ont développé une amitié et un amour qui ne s'est jamais démenti jusqu'à la mort de... c'est Marie Laurencin qui est décédée la première. Seulement, donc Marie Laurencin quitte Apollinaire, elle a cette histoire avec Nicole qui, elle, est mariée, et elle s'entend très très bien avec son mari. Je suis pas sûre qu'ils aient des rapports sexuels avant très longtemps, puisque Benoît est né 13 ans après leur mariage et que visiblement il y avait quelque chose autour de leur sexualité qui était un peu compliqué. Et donc, voilà, elle n'est pas libre, Nicole. Elle est mariée avec André. Et je crois que pour enquiquiner Apollinaire, Marie Laurencin décide de se marier. Mais elle décide de se marier avec un baron allemand. Et comme on est en juin 1914, c'était pas la meilleure idée qu'elle ait eue, puisque aussitôt, ils sont partis en voyage de noces à Biarritz. La guerre
est arrivée pendant qu'ils étaient à Biarritz, et elle est obligée de partir en exil. 5 ans. 5 ans d'Espagne, d'où la multitude de lettres envoyées à Nicole, qui d'ailleurs viendra 3 fois la retrouver en Espagne. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais c'est pour poser un peu le tableau. Et en Espagne, on retrouve quelque chose de passionnant autour des artistes qui sont aussi réfugiés en Espagne. Il y a entre autres Picabia. Je ne sais pas si vous avez vu passer un livre qui s'appelle Gabriel, qui était l'histoire de Gabriel Buffet Picabia, qui était la femme de Picabia, qui a été beaucoup trompée. D'ailleurs, enfin, je m'excuse de le dire comme ça, mais tout le monde couchait avec tout le monde. C'est très étonnant que ça soit en Espagne ou à New York, parce qu'il y a des allers-retours comme ça. Ils ont une vie affective dense. Et bizarrement, ça fait pas trop d'histoire. C'est ça qui est bizarre. Bon, je vais peut-être m'arrêter. Vous avez peut-être des choses, vous, à dire ou à demander. Non, moi, je reviendrai. Oui. Il y a quand même un personnage qui est important, un peu en négatif. C'est la mère de Marie, Oui. Pauline, qui Oui. a quand même une influence très forte. Très sur elle. forte, oui. Bah oui, puisque Marie, c'est son bébé au départ. Et puis, il y a que Marie dans sa vie. Parce que comme elle est fille-mère, je pense qu'elle... quand Marie va à l'école, elle ne se lie pas d'amitié avec les autres parents d'élèves. C'est un peu une tâche quand même d'être fille-mère à ce moment-là. Donc elle reste chez elle, elle fait de la broderie. Je pense que le père de Marie entretient ces 2 femmes. Lui, c'est un député, il va finir député. Et je pense qu'il a les moyens. Ça a l'air d'être un drôle d'homme, un bon vivant. Et donc il vient, et Marie et sa mère restent un peu cloîtrées chez elles, quoi. Elles n'ont pas une vie sociale importante. Moi j'ai beaucoup lu les carnets de Marie. Ce qu'elle dit, c'est qu'au départ, sa mère la regardait pas beaucoup et qu'il a fallu qu'elle la séduise. C'est une drôle de relation quand même. Mais elle voulait pas entendre parler d'Apollinaire et des copains de Marie. Hein. Qui finissaient quand même par. Du coup, elle s'est opposée au mariage aussi. Elle voulait pas. Quand Apollinaire a demandé Marie en mariage, elle n'a pas voulu. Après, je crois qu'elle voulait bien, mais c'est la mère d'Apollinaire qui voulait pas. Et puis finalement, quand la mère de Marie est décédée, très tôt d'ailleurs, tout le monde pensait que Marie allait épouser Apollinaire, mais elle n'a pas voulu. C'est là qu'elle a dit non, et voilà. D'ailleurs, elle a eu une phrase, elle a dit quelque chose comme on a dit que, enfin, effectivement, c'était un magnifique poète, mais j'ai plus la phrase, mais elle est dans le livre. Elle a dit avoir 25 ans et être trompée comme j'ai été, c'est pas possible. Au bateau Lavoir, donc elle rencontre tout le monde. C'est la 2e femme du bateau Lavoir, oui, c'est ça ? La seule peintre. Il y a de la concurrence avec les autres femmes de caractère de cette constellation-là. Et mais tout le monde, ça reste un mystère. Dans ce que tu écris, elle reste quand même un mystère pour tout le monde. Oui. Elle a un caractère un peu particulier. Elle s'entend pas. Pourtant, elle s'entend avec les femmes en général, mais avec Fernand d'Olivier, qui vit à ce moment-là avec Picasso au bateau Lavoir, ça va pas du tout, parce que tous les gens du bateau Lavoir, ils ont pas d'argent. Hein. C'est vraiment la dèche. C'est la période où Picasso n'a pas un sou. Et puis tous les gens qui sont là, il y a Vendonguenne, je vais pas vous faire la liste, mais ils sont tous vraiment à tirer le diable par la queue. Fernand d'Olivier, c'est un peu la reine, puisque c'est la maîtresse de Picasso. Elle voit arriver, c'est la petite bourgeoise de Marie Laurencin, avec un regard pas très sympathique, et elles vont beaucoup se disputer. Je crois que puis Marie se laisse pas faire. Donc voilà, c'est pas. En plus, je pense que, elle a un physique, Marie, assez particulier, mais elle est belle. Elle est belle dans son genre, et je pense que Fernand d'Olivier a eu peur que Picasso, qui vraiment est très attiré par les femmes. Il y a Apollinaire qui est là et qui. Mais ça doit être une drôle de vie. Je raconte, mais c'est un épisode ultra connu du banquet de Rousseau à la gloire du douanier Rousseau,
où il y a eu des tas de versions et on voit que tous, Marie Laurencin, quand même, elle n'est pas tout à fait de leur monde. Et elle finit, dit-on, très très saoule dans une brouette à la fin de la soirée. Et elle se dispute évidemment avec Apollinaire. Alors, 1911, Salon des indépendants. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle, des femmes indépendantes qui se rencontrent au Salon des indépendants. J'avais pas noté, bravo. Bravo. Ça naît tout de suite, sans aucun questionnement, et l'histoire débute tout de suite. Oui, et c'est un essai, mais j'ai quand même un peu... Enfin, je me suis servie du livre de Flora pour raconter cette rencontre, qui peut-être s'est pas passée exactement comme ça, mais je crois quand même que vraiment c'est à dater de ce jour qu'elles se sont revues. En plus, Marie, elle est en train de s'imposer comme peintre, et Nicole, elle est en train de s'imposer comme couturière. Je ne sais pas si le nom de Paul Poiret, ça peut vous dire quelque chose. Paul Poiret, c'était un grand couturier, même avant Chanel. Enfin, je crois qu'il a vraiment libéré les femmes, lui aussi, de tout ce qui était corset, etc. Et donc, pour parler un peu plus de Nicole, Nicole, elle est d'une famille qui n'a rien à voir avec celle de Marie, puisque c'est une fratrie, ils sont 5 ou 4, je ne sais plus, 4. Oui, il y a 3 sœurs, donc 5 avec elle. Bon, vous me pardonnerez, je ne sais plus, c'est 4 ou 5. Et c'est très gai chez eux, tout le monde est dans la création. Paul Poiret, c'est un type assez extravagant, qui peut être très, très odieux parfois, mais aussi d'une grande largesse et surtout terriblement créatif. Nicole a une sœur qui va faire des bijoux, une autre qui va être peintre. Enfin voilà, il y a une effervescence, puis tout le monde rigole. Enfin, il y a des cousins, des cousines. Enfin, c'est une famille agréable, quoi. Donc elles se rencontrent comme ça dans une grande différence. Sinon, leur caractère fort, toutes les deux. Et elles sont tout de suite amies, quoi. Il se passe quelque chose je vous dis, qui ne se démentira pas. Alors, leur histoire d'amour, je pense qu'elle est à son apogée entre 1911 et 1921, au moment où Nicole accouche de Benoît et qu'elle continue à être couturière. Et évidemment, elle a une fille, puis 2, puis 3. En fait, il y en a une qui va décéder à 2 ans et demi, à 18 mois. Et donc, Nicole est moins libre. Et quand Marie revient de son exil, elle devient extrêmement, peut-être un peu snob, un peu... Voilà, elle est dans le monde, disons. Et je pense qu'elle se voit moins et qu'elle se dispute davantage, si j'en crois les petits carnets de Nicole que j'ai pu lire. En même temps, elle la rappelle, tu l'écris en lui écrivant une lettre, en lui disant reviens, je suis enceinte, tu es le père. C'est toi le père. C'est-à-dire que vraiment, Marie revient par l'Allemagne chez son mari, elle demande le divorce, et puis elle vient pas tout. D'abord, elle est allemande, donc elle a du mal à revenir. Et puis un jour, Nicole lui écrit « Reviens vite, je suis enceinte, c'est toi le père ». Ce qui est quand même, vu ce qu'on entend aujourd'hui, assez original. Et Marie revient, effectivement, je crois qu'elle revient en 1921. Elle commence à habiter chez Nicole et André Groult, et après elle trouve un appartement. Et là, elle multiplie les amants et les maîtresses. Voilà. C'était une vie quand même très libre de la part des deux, parce que Nicole aussi, elle était... Nicole, elle avait son mari. Alors, aussi, André Groult, si vous avez envie de regarder sur Internet à son nom, il a fait des meubles merveilleux. D'ailleurs, moi, j'ai présenté mon livre aux journalistes quand il est sorti au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans une petite salle où il y a les meubles d'André. Alors, il y a les meubles d'André et il y a une toile de Marie Laurencin avec Nicole. Donc, c'était parfait. Et vous verrez, il y a un meuble qui représente une commode c'est très, très sensuel. On dirait un corps de femme, comme ça. Et c'est d'une grande beauté. Ça vaut une fortune, maintenant. Et c'est un des premiers à avoir fait de la marqueterie de paille, d'avoir couvert ses meubles de Galuchat. Enfin, c'est un vrai artiste aussi, André Groult.
Ils ont travaillé ensemble aussi avec Marie. Oui. Sur des décors aussi. Voilà, ils ont fait par exemple la chambre de Madame qui était le décor sur le paquebot France ou Normandie. Je ne sais plus. Voilà. Je suis un peu fatiguée, j'ai la mémoire qui n'est pas tout à fait... Enfin, ils ont travaillé ensemble. Tout le monde s'entendait bien. Mais je pense qu'André, il ne s'est jamais douté vraiment de ce qui se passait entre Marie et Nicole. En tout cas, il n'avait pas envie de le savoir, de toute façon. Comment tu expliques que, malgré tout, ces femmes très, très libérées, indépendantes, Marie est clairement indépendante financièrement aussi. Ah oui, toutes les deux, oui. Qu'elles ne soient pas passées à autre chose, parce qu'il y avait des modèles aussi. Il y avait passé à autre chose Stein et Alistoclas qui mais je crois que c'était pas leur truc. Elles étaient pas. Elles ont jamais revendiqué une homosexualité. Je pense que la seule chose qu'elles revendiquaient, c'est qu'on leur foute la paix, quoi, et que. Mais de toute façon, Nicole était mariée avec André. Il n'était pas question qu'elle revienne là-dessus. Et puis je crois que Marie, elle avait besoin d'être libre pour vivre un peu toutes ces histoires. Je pense que ces deux femmes avaient ça en commun. C'est que, je disais tout à l'heure, leur sexualité est anecdotique. Ce qu'elles avaient envie de faire, c'est de séduire. Et on voit bien en Espagne, Marie, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas même d'écrire à Nicole. J'ai séduit un toréador. Enfin voilà, ce qu'il faut, c'est séduire. Alors après, coucher avec, je pense que c'est pas la question. Il me semble. Elles sont pas là pour le dire. Mais... Alors Benoît de Goult, elle a aussi écrit sur la relation de plus Marie. Clairement que Flora. Oui, sans enfoncer trop, mais elle l'a dit et laissé entendre, oui. Et elle, qui est clairement féministe, elle, du coup, qui arrive quand le mouvement féministe se construit, à un moment donné, elle dit, c'est donc dans les 3/4 du temps, tu le rapportes, le pouvoir des conventions sociales est plus fort que tout. La morale bourgeoise impose des canons, et Nicole Groult s'est mariée. Oui. On peut séduire une amie, mais l'on regagne le soir le lit conjugal. C'est ça, c'est exactement ça. Puis elle s'est mariée, je pense que quand elle s'est mariée, en 1907, elle s'est mariée parce que ça se faisait de se marier. D'ailleurs, je raconte un peu comment ils se sont rencontrés au Palais des Glaces en faisant du patin à glace, qui était fort chic à l'époque. Et voilà, on se mariait. Je ne sais même pas si c'était un coup de foudre ou je ne sais pas quoi. André l'a demandé en mariage. D'ailleurs, j'ai retrouvé la lettre où la mère je crois que je le dis, où la mère de Nicole dit à la sœur aînée, Jeanne, que Nicole a été demandée en mariage et que ça a l'air très bien et qu'elle va dire oui. Voilà, mais ce sont les conventions. Après, on fait ce qu'on veut quand même. Nicole, elle change de nom en se mariant. Et il y a quelque chose de vraiment étonnant. Elle s'appelait, au lieu de s'appeler Nicole, elle s'appelait Marie-Pauline. Marie-Pauline, dont on retrouve la mère. Alors pour les psychanalystes de la salle, on retrouve le nom. Leur deux noms. C'est drôle, hein. C'est leur deux noms. Exactement. C'est incroyable. C'est vraiment, voilà. Mais oui. Je sais pas pourquoi elle change de nom en se mariant. Je ne l'ai pas su, mais voilà. Marie, elle garde toujours son nom et elle est très contente de s'appeler Marie-Laurence. En regardant leur œuvre, leur tableau, est-ce que vous avez eu le sentiment de mieux les connaître psychologiquement ? C'est une vraie question. Je suis pas sûre. Autant pour Bonnard qui peint Marthe, il nous raconte sa vie et son histoire. Autant pour Marie et Nicole, je suis pas sûre que ça m'ait beaucoup éclairé. Il y a une toile qui a été vendue il y a pas longtemps, que les filles de Benoît ont vendue. Il y a un grand musée, le seul musée Marie-Laurence est au Japon. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent acheter. Les Japonais sont fous de Marie-Laurence, mais vraiment. Peut-être un petit... oui, mais c'est une vraie folie. Aussitôt qu'il y a quelque chose à vendre, j'ai rencontré le directeur du musée qui est prêt à tout pour... il a déjà 600 pièces et il a acheté cette grande toile donc qui m'a quand même... faut répondre à votre question, où on voit Nicole et avec ses deux filles, Benoît et Flora.
Et c'est un petit côté comme ça, presque raide, je trouve. Enfin, on voit que c'est pas comme les autres tableaux. Et puis il y a un autre tableau où elle peint Nicole, sans doute elle et Nicole, avec Nicole derrière. C'est très sensuel. Mais je peux pas dire que ça m'est complètement éclairé. Non, franchement, je me disais comment je fais. Enfin bon, j'avais l'aval de la famille, mais cette histoire, est-ce qu'il faut la dire, pas la dire, comment elle s'est passée? Et le titre de mon livre, J'ai un tel désir, en fait, c'est un bout de phrase. J'ai retrouvé une phrase qui dit, de Marie à Nicole, qui dit « J'ai un tel désir de revoir ton visage dans le plaisir ». Donc là, c'était vraiment, ça pouvait pas être plus clair que ça. Bon, c'était un peu long pour tout mettre, mais voilà, je l'ai coupé pour dire que... Mais voilà, je crois que tout le monde avait envie que cette histoire se sache. Donc voilà, j'ai été le vecteur. Il faut dire aussi que je n'ai pas eu le droit de me servir des lettres, puisque Marie Laurencin n'a pas eu d'enfant. Elle a eu une histoire très forte avec sa servante à la fin de sa vie, qui a été sa légataire, et elle s'appelle Suzanne. Et quand Suzanne est décédée, elle a tout donné aux apprentis d'Auteuil, qui est pour les orphelins en France, c'est une institution qui aide les orphelins. Et donc, les orphelins d'Auteuil m'ont dit, vous n'avez pas le droit de reproduire les lettres. Donc, j'ai biaisé beaucoup. Comme Flora, dans sa biographie de Marie Laurencin, elle s'était pas embêtée avec ça, elle avait mis des bouts de phrases. Le spécialiste de Marie Laurencin, qui s'appelle Daniel Marchesso, pareil, a cité des phrases, des lettres. Que moi j'avais Benoît qui me racontait, donc je disais Benoît me dit, et on n'a pas retrouvé les lettres de Nicole à Marie, mais Colombe Pringle, qui est la fille de Flora Groult, m'a donné les petits carnets de sa mère, et il y a des brouillons de lettres. Donc avec tout ça, ça m'a permis vraiment de reconstituer. Puis je les ai lus, donc je les ai eus en ma possession longtemps, donc je savais bien ce qu'elle lui disait, donc j'ai construit mon livre là-dessus. Voilà. C'est une époque aussi, enfin, il y a elle, mais il y a aussi il y a tout l'entourage, tous les gens qui passent, qui sont partie prenante, et puis le contexte historique aussi. C'est une époque merveilleuse pour les arts, enfin merveilleuse pour certains, parce que évidemment la belle époque, elle n'est pas belle pour tout le monde, mais elles sont quand même dans une situation un peu privilégiée, il faut dire, et elle fréquente, alors je vous parlais du bateau Lavoir, mais après quand elle est en Espagne, elle a une histoire assez forte avec Picabia. D'ailleurs ça énerve un peu la femme de Picabia, évidemment. Mais c'est très drôle parce que Gabrielle Picabia, elle écrit beaucoup et on voit qu'elle est au courant de cette histoire, qu'elle est agacée, mais bon... Elle a autre chose à faire que de s'énerver avec ça. Et puis, Marie, elle écrit à Nicole, ce Picabia, mais pour qui il se prend? Bon, il est pas mal, mais sa conversation, ça vaut pas Apollinaire. Voilà, enfin, on a l'impression d'être... de vivre un peu avec eux, quand même. D'ailleurs, Marie, elle a aussi illustré énormément de livres. Oui. 80, je crois. Oui, c'est énorme. Et en fait, c'était essentiellement des gens qu'elle connaissait. Bah, bien sûr. Donc c'est absolument tous les poètes et, bien sûr. Et puis écrivains de l'époque. Absolument. C'est pour ça que je dis, elle était vraiment très, très connue à l'époque, vraiment. Et elle est décédée en 1956. Et ça a été quelque chose... Enfin, voilà, il y a eu... Moi, j'ai retrouvé des émissions de radio, Enfin, c'était vraiment un événement. Elle a demandé à être enterrée avec les lettres d'Apollinaire sur le cœur. Moi, j'imagine que les lettres de Nicole ont été enterrées aussi. Mais Blandine me dit, vu la jalousie de Suzanne, sans doute Suzanne a brûlé les lettres de Nicole, parce que... Voilà, on ne sait pas. Heureusement, Nicole, elle faisait des brouillons de lettres sur ses petits carnets. Alors j'ai un peu vu comment ça. Bah merci en tout cas d'être venue et merci à Marie-Ève qui vraiment accueille merveilleusement bien. Librairie à Stendhal.
les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.